faire un petit focus sur le sujet là, des gastéropodes, puisque c'était une question qui est très fréquente. On me pose très fréquemment quel faire quand j'ai des méchants limaces, escargots qui vont attaquer mes laitues. Donc pour répondre, on a décidé de prendre un petit moment pour aborder un peu plus correctement le sujet, en se posant la question comment est-ce qu'on peut inclure les limaces et les escargots dans notre design permaculturel. Donc, voilà la bête. Bon, et pour donner quelques petites précisions sur le rôle écosystémique de la limace, si on regarde, on prend un peu de recul et qu'on s'intéresse un peu aux sciences naturelles, on peut voir donc ça, que la limace sort quand il fait humide, et particulièrement à la tombée du jour et à l'aube. Jusqu'ici, rien de très révolutionnaire. Par contre, ce qui est important à connaître, c'est que déjà, elles sont plus intéressées par les plantes qui vont avoir des feuilles minces, souples et tendres. Et également par les plantes qui commencent tout juste à être nécrosées, c'est-à-dire tout juste à être consommées par des petits champignons. Alors, je pense que, justement, un des principes permaculturels, c'est inclure plutôt que exclure, et là, c'est particulièrement intéressant pour un animal qui a une telle capacité de reproduction. Donc, une seule femelle pedon peut pondre entre 100 et 500 œufs selon les espèces par an. Donc, ce qui, à mon avis, rend l'illusion de son élimination totale complètement impossible à réaliser. Donc moi, ce qui m'intéressait un peu plus, là, c'est de présenter des stratégies qui vont essayer de prendre en compte, d'inclure cet animal. Et puis, bien sûr, c'est un élément, c'est un lien, cet animal, c'est un lien important entre la biologie du sol, la microfaune, les détritus qui se trouvent sur le sol, la litière, et la macrofaune, les mammifères et autres grands animaux. Et puis, elles ont un rôle excessivement important donc, sur la décomposition des matières organiques mortes, je vous ai dit, particulièrement s'attaquant sur toutes les matières qui commencent tout juste à être en voie de décomposition. Et en rôle aussi, bon, je ne vais pas m'attarder spécialement là-dessus, mais c'est intéressant de savoir qu'elles jouent un rôle effectivement important sur la régulation des champignons, parce qu'elles sont des grands amateurs de champignons, et qui permettent aussi leur diffusion sur l'ensemble du terrain, notamment via la bave de limace, un activateur des spores de champignons. Et par donc, de ce fait, en fait, de l'activation de ce qu'on appelle la mycosphère, la sphère des champignons dans le sol, eh bien, elles ont un rôle important dans la formation de l'humus. Donc, l'air de rien, de rendre des services. Alors, bon, avant, quelques petites considérations basiques concernant les limaces. Donc, si elles aiment autant l'humidité, autant faire une stratégie de jardinage qui soit un peu adaptée justement pour contrer cette attirance vers l'humide, c'est-à-dire d'arroser peu souvent, mais abondamment par contre pour qu'il puisse y avoir vraiment une infiltration de l'eau en profondeur et que les plantes puissent profiter de l'eau jusqu'à des racines les plus profondes, et à l'aube ou, c'est ce que j'ai remarqué, le soir. Mais à l'aube, c'est encore plus intéressant parce que là, l'idée, c'est que le sol va se ressuyer quand il va avoir les rayons du soleil. Donc, il par peu de temps, justement, pour que les limaces peuvent profiter de l'humidité du sol assez peu de temps. Alors, préférez les mulches et couvertures végétales carbonées, type paille par exemple. Là aussi, c'est plutôt logique puisqu'elles aiment ce qu'on dit, les matières végétales en cours de décomposition et les milieux humides. Au contraire, les matières carbonées sont donc sèches et sont en voie par des processus de décomposition par les champignons qui sont beaucoup plus lents, qui les intéressent beaucoup moins. Et puis réaliser ces semis à l'abri avant de les transplanter, donc éviter les semis en pleine terre. Bon, encore une fois, c'est une généralité, ça peut après parler d'un peu de cas un peu particulier, mais de façon générale, comme elles raffolent, c'est les gastéropodes raffolent des semis, c'est beaucoup plus intéressant de les réaliser d'abord tranquillement à l'abri dans une petite serre avant de les transplanter en pleine serre. Alors, bon, pour vous exposer un peu ce que j'entends par la stratégie, je vous propose de passer par 4 approches différentes qui sont tout à fait combinées, c'est-à-dire d'une partie les repousser tranquillement des cultures, accueillir les prédateurs, les attirer dans d'autres endroits et enfin les utiliser. Alors, d'abord, les repousser gentiment des cultures. Bon, un grand classique, la bouteille plastique. Ça récup, ça participe à l'objectif zéro déchet et c'est très efficace.
Alors c'est aussi bien valable pour la période des semis, les transplantations. L'idée est avant tout de pouvoir protéger les jeunes plants. En plus, il y a un effet intéressant, puisque là, on crée comme ça une micro-serre. Donc ça a aussi tendance, si on gère ça correctement, à favoriser la croissance justement des petits plants. Et puis, alors bon, c'est pas forcément très accessible, mais ce qui est aussi présent en agriculture biologique, c'est le fil de cuivre. C'est effectivement très efficace, empiriquement. Alors, je ne saurais pas vous donner les raisons hautement scientifiques du fonctionnement de pourquoi est-ce que ça repousse tant les gastéropodes, mais le fait est que c'est un répulsif très efficace. Si vous avez les moyens, en tout cas, pour avoir accès au matériel, que ça passe aussi bien par un simple ruban de cuivre ou par des petites palissades tressées qui sont très efficaces. Alors, un répulsif, celui-ci biochimique, c'est le fenouil. Les gastéropodes n'aiment pas le fenouil, il est composé émis par le fenouil. Là, tant plus que c'est intéressant parce que le fenouil, ça peut créer vraiment si vous les plantez de façon comme ça assez dense, ça peut créer de vraies barrières végétales. C'est aussi une stratégie intéressante. Et puis, le paillage des fougères. Les fougères, parce qu'elles émettent des formaldéhydes, des composés organiques qui leur sont toxiques. Et donc, ce sont des repoussoirs. Donc, ça peut être aussi intéressant de faire du paillage de fougères, voire du purin de fougère aussi dans la répulsif. Et puis, combiner vos cultures, particulièrement les cultures sensibles, type salade, escarole, etc., avec des aliacées, donc ail, oignon, poireaux, ciboulette. C'est aussi, empiriquement, ça marche plutôt bien. Les composés émis par les aliacées font des repulsions. Alors, des répulsifs biochimiques, là il s'agit plutôt de rendre, ce ne sont pas des insecticides, mais ce sont des répulsifs. Les deux grands classiques que j'ai pu trouver dans les livres d'agronomie, en maraîchage biologique, ce sont la macération de rhubarbe et l'infusion d'absinthe, qui peuvent toutes les deux être faites. C'est d'une simplicité assez enfantine, vous pouvez les faire à la maison, c'est très simple à réaliser. Donc, voilà, vous pouvez le noter, pour la rhubarbe, on est un peu dans ces proportions-là, 500 g de feuilles, qui macèrent, je prends dans 24 heures entre les dos. Pour l'absinthe, on a plutôt plus petite dose, parce que l'absinthe c'est quand même un peu plus costaud en termes de produits chimiques. Donc dans 5 litres d'eau, puis on laisse juste bouillonner pendant un quart. Et puis alors, en essayant d'être un peu exhaustif dans mon approche, j'ai essayé de lister un peu tout ce qui se trouvait sur Internet, dans le bouquin sur le sujet. Alors voilà d'autres choses qui circulent. Empiriquement, quand même, les résultats sont quand même moins intéressants. La cendre et la sciure de bois, le sable et les résineux de résineux, effectivement, sont légèrement répulsifs, mais sont par contre très sensibles aux précipitations. Si vous avez une grosse pluie, il faut tout remettre en place. Je trouve pas ça extrêmement intéressant. Les coquilles d'œufs, effectivement, c'est un repoussoir, mais par contre, il faut en mettre une densité quand même très importante pour que ce soit un véritable répulsif. Le marc de café, là aussi, empiriquement, je n'ai pas tellement d'éléments. C'est quelque chose qui circule, mais je n'ai pas trop d'éléments pour dire que ce serait un répulsif très efficace. Et puis le fameux piège à bière pour plonger des limaces, moi je ne peux que vous le déconseiller très formellement parce que vous allez attirer des limaces dans un rayon de 50, 100, 200 mètres qui vont toutes venir dans le jardin, de 1. De 2, les limaces, ça peut aussi attirer des hérissons qui vont alors manger des limaces et boire la bière et puis du coup mettre un peu de bazar dans le jardin. Moi je trouve pas ça extrêmement efficace. Et puis il y a aussi, certains font même du purin de limace, mais là aussi c'est une très mauvaise idée puisqu'elles sont, vous avez plusieurs espèces de limaces, certaines mangent d'autres limaces. Donc si vous faites du purin de limace, vous allez attirer encore plus de limaces de l'extérieur. C'est pas du tout une stratégie qu'il faut faire. Voilà, donc, autre biais stratégique, attirer les prédateurs. Et oui, le canard et la poule sont super efficaces. Si vous faites un lâcher de 10-15 minutes c'est pas une tête dans votre potager, c'est extrêmement efficace. C'est que eux, ils sont à la recherche de protéines et ils vont cibler très rapidement les gastéropodes. Et puis, bon, le prédateur, ça peut aussi être vous. Un grand classique, c'est mettre une planche, une seule planche de bois,
donc sur le sol, et vous pouvez même les attirer en mettant des petites rondelles de pommes de terre sur ces planches, et là vous pouvez être sûr qu'à l'aube ou à la tombée de la nuit, vous allez avoir beaucoup de petits gastéropodes qui vont aller se réfugier juste dessous, ce qui va être l'occasion justement d'en faire un racket. Bien sûr, un autre prédateur de gastéropodes, c'est le hérisson. Aussi, effectivement, il est plutôt efficace et vous pouvez l'accueillir. Alors, il y a toutes sortes de modèles d'abris pour hérissons qui existent. Vous pouvez faire moi je préférerais des choses très simples, une simple cagette remplie de débris végétaux de paille, c'est quelque chose d'assez intéressant pour vous. Il y a aussi les oiseaux, un autre moyen de régulation. Là, c'est plutôt faire en sorte qu'ils aient bien de la nourriture pendant les périodes hivernales et qu'ils aient un certain nombre de nichoirs présents sur le l'hiver. Alors, encore un autre prédateur, tout ce qui va être grenouilles, crapauds. Donc là aussi, c'est un des intérêts écosystémiques de la mise en place d'une mare dans le jardin. Et puis, donc, ce qui va être lézard, et puis serpents aussi, type orteil, couleuvre, sont aussi intéressants. Si vous êtes dans un climat qui est au niveau d'un terrain qui est plutôt bien exposé, le simple fait de même laisser comme ça des massifs rocailleux ou d'en créer, c'est aussi va créer un habitat qui va être intéressant pour ce type d'animal. Moins connu, le carabe est aussi très efficace, particulièrement le carabe doré, contre les gastéropodes. Alors bon, pour l'attirer, l'idée là encore, c'est de pouvoir mettre en place un habitat intéressant pour lui. Soit vous pouvez créer un hôtel à insectes 4 étoiles comme cela, soit vous pouvez faire des choses beaucoup plus basiques, mais ça marche aussi bien. C'est laisser comme ça des tas de débris végétaux ou des ensembles de pierres plates. Et ça va être aussi des refuges pour ce type d'insectes. Alors, autre idée stratégique, les attirer ailleurs, sur des cultures qui ne nous intéressent pas. Par exemple, la moutarde blanche, les en raffolent. Vous pouvez comme ça les mettre en pensée une bordure. Ou juste un petit carré, juste à côté. Autre plante qui se fait dévorer absolument par les limaces, c'est les ostas. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même une grande variété d'ostas. Les 3 espèces qui les attirent, parce que les autres espèces ne les attirent pas, ce sont celles-ci. Ondulata albomarginata, Ondulata metiopariegata et Ondulata univitata. Ce sont des variétés que vous pouvez trouver très facilement en jardinerie. D'autres, comme vous avez dit tout à l'heure, ce qu'elles apprécient particulièrement, c'est la matière végétale qui commence tout juste à se décomposer. Donc si vous faites du compostage de surface, c'est le compostage le plus simple du monde, épandage de matière organique, du potager ou de la cuisine directement dans le sol. Là aussi, ça va être plutôt intéressant pour elles. L'idée, c'est de faire diversion et de les attirer quelque chose qui nous intéresse pas. Alors, en faire usage, autre stratégie, là aussi, que vous pouvez mettre en place un design, tout simplement, si vous savez les cuisiner, les escargots, ça peut être intéressant, les limaces, je vous recommande pas. Et puis, alors, quelque chose d'intéressant, le mycocompost. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le mycocompost, c'est un compost à base de champignons. Donc l'idée étant qu'elles sont particulièrement intéressées par les champignons. Si vous faites un compost qui comprend, pas exclusivement, mais une dose quand même assez conséquente de champignons à l'intérieur, ça va beaucoup les intéresser. Et le fait même, donc d'une part, ça va les attirer dans un lieu particulier, mais en plus, ça va être intéressant parce qu'elles vont, après, via leur traîneau de bave, pouvoir véhiculer des spores de vos champignons un peu partout dans le jardin. Et puis elles vont accélérer justement la décomposition de ce type de débris végétaux. Alors, si vous voulez approfondir un peu ce sujet, voilà quelques petites ressources que vous pouvez trouver facilement en ligne. Je peux vous recommander la page du site Permaforêt, alors excellent site sur la permaculture, qui a créé, ou qui a posté un article Cultiver avec les limaces et les cerveaux, c'est vraiment très intéressant. Et puis il y a la fameuse conférence d'Hervé Corrèze sur la gestion holistique des limaces. Il prend, et c'est un ingénieur agronome qui nous prend ici une petite heure pour expliquer vraiment très en détail le fonctionnement écosystémique de la limace, son parcours personnel, lui, en tant qu'ingénieur agronome, qui essaie de comprendre comment gérer ce ravageur de culture. Et puis, vous avez ce livre de Vincent Albouy, les éditions de Terran, Jardiner avec les insectes, que je trouve très intéressant, et qui, bien sûr, entre autres, parle des gastéropodes. Voilà.